fois, je repère des gens. Comme j'ai chaud, je fais rien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de vous être réveillés ce matin pour venir déjeuner avec nous. Donc, le titre de cette table ronde, c'est Au menu dans un siècle. Donc, on va peut-être pas manger tout de suite. C'est un sujet qui peut paraître un petit peu éloigné de la science-fiction, mais tout de même, dans un siècle, le futur, on va en parler. Donc, pour en parler avec moi, donc moi, je suis Katie Stewart, je suis autrice de science-fiction, mais aujourd'hui, je suis modératrice. Et je vais faciliter les échanges entre des spécialistes de la question. Je vais vous en dire quelques mots, mais eux se connaissent mieux que moi, donc ils vont compléter. Donc, tout au bout, j'ai Gabrielle Leflemme, docteur en sciences des aliments. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous m'entendez bien? Oui. Donc, docteur en sciences des aliments et plus précisément en génie des procédés alimentaires. Ça veut dire que j'étudie la nourriture, l'impact qu'elle a sur nos corps, comment on peut bien la préparer, ouais, tout ces genres de petites choses. Merci. Juste à côté, j'ai Lucille Marty, chercheuse en sciences du comportement et en nutrition. Ça reste encore mystérieux aussi. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie qu'on étudie tout ce qui détermine nos choix alimentaires et comment les individus se distinguent par leurs choix alimentaires et pourquoi. Merci. Et de l'autre côté, je ne sais pas pourquoi on vous a séparés d'ailleurs. Tu t'es séparé, très bien. Donc Léo Henry. Alors, difficile à définir. Hein. J'ai écrivain, roman, recueil de nouvelles, BD. On ne mentionne pas assez souvent pièces radiophoniques, mais moi je sais. Et qu'est-ce que c'est ton lien avec cette question d'alimentation? Je suis en train d'écrire un livre sur les cocktails. Donc, avant de parler alimentation, je vais vous proposer la lecture d'un texte qui m'a semblé résonner particulièrement avec le thème du jour. C'est un extrait de L'espace d'un an de Becky Chambers, qui est donc un texte qui parle d'espace, mais qui parle aussi de la vie quotidienne dans un vaisseau, dans un futur assez éloigné. Je vous lis ça. Le docteur Miam, ouais, ça commence bien. Le docteur Miam souleva fièrement un gros arthropode à l'aide d'une pince. La carapace était noircie et les pattes recroquevillées en rangées régulières. L'animal faisait la taille de la main de Rosemary, du poignet au bout des doigts. J'espère que tu aimes les côtes rouges. Et ils sont frais, hein, pas stasés. J'ai quelques vivariums dans les resserres. Sissix donna un coup de coude à Rosemary. Les frais, on les réserve pour les grandes occasions. Je n'en ai jamais goûté, mais ça sent délicieusement bon. Attends, tu n'as jamais mangé des côtes rouges? J'ai jamais rencontré d'humain qui n'ait jamais mangé de côtes rouges. J'ai toujours vécu en surface, dit Rosemary. Sur Mars, on ne mange pas beaucoup d'insectes. Elle se sentait coupable. Les insectes étaient bon marché, riches en protéines, faciles à élever dans des salles exiguës, l'idéal pour les spatiaux. Ils nourrissaient la flotte d'Exode depuis si longtemps que même les colonies extrasoliennes continuaient d'en faire grand usage. Rosemary, bien sûr, en avait tout de même entendu parler. Selon la légende, peu après que la flotte d'Exode avait obtenu le statut de réfugié dans l'Union galactique, on avait invité quelques représentants humains sur une colonie à l'Hélion pour évaluer leurs besoins. Un humain, plein d'initiative, avait remarqué des nuées de gros insectes sur les dunes de sable rouge près de la côte. Pour les Allélions, ces bestioles constituaient un désagrément, mais les humains, eux, y virent des calories en abondance. Les côtes rouges,
s'intégrèrent rapidement à l'alimentation des exodiens et à présent, nombreux étaient les Aélians et les humains extrasoliens à s'être enrichis grâce à ce commerce. Avouer, comme Rosemary venait de le faire, qu'on n'en avait jamais mangé, c'était avouer qu'on avait très peu voyagé, mais aussi qu'on appartenait à un autre chapitre de l'histoire humaine. Elle descendait des riches carnivores qui avaient colonisé Mars, des lâches qui avaient expédié du bétail dans l'espace, tandis que, sur Terre, des nations entières mouraient de faim. Même si les Exodiens et Soliens avaient depuis longtemps enterré la hache de guerre, peut-être pas très profondément, elle avait appris à avoir honte de ses origines privilégiées. Ça lui rappelait avec trop d'acuité les raisons qui l'avaient poussée à partir. Donc ce texte, je l'ai choisi parce qu'effectivement, on retrouve les questions alimentaires. Est-ce que mes invités ont un mot à en dire de cet extrait ? Déjà, je remercie la sélection du texte que moi j'ai apprécié parce que j'ai fait ma thèse sur les steaks d'insectes. et donc, du coup, ça représente les mêmes problématiques que j'ai étudiées. On voit qu'il y a des différences culturelles et sociales. Donc culturelles, en Occident, c'est plutôt peu commun de manger des insectes. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé des insectes. Alors que, par exemple, en Asie ou en Afrique, il y a beaucoup moins de problèmes par rapport à ça. Merci. Lucille ? Oui, peut-être moi ce que ça m'inspire, c'est vraiment la démonstration de la plasticité de nos habitudes et de nos goûts alimentaires, puisque ces côtes rouges, ils ont clairement été sélectionnés parce que c'est pour des raisons utilitaires, parce que ça a amené de la calorie à ces gens qui étaient en exode. Et finalement, on voit qu'après, on les réserve aux grandes occasions, donc il y a vraiment une notion de plaisir à les consommer. Donc ça montre vraiment que nos goûts et nos habitudes sont plastiques et les changements qui vont s'opérer au cours du prochain siècle vont certainement s'accompagner aussi de remaniement de nos préférences et de nos goûts. Merci Léo. Moi j'aime bien le fait qu'on parte d'une espèce de trope de la SF quand même qui consiste à on arrive quelque part, qu'est-ce qui va nous manger, qu'est-ce qu'on peut manger et ensuite de le mettre en perspective plus largement avec des questions qui me semblent à moi plus intéressantes, qui est de la distinction en fait, de savoir avoir honte de ses habitudes alimentaires et dans quelle mesure le fait de ce qu'on mange raconte des histoires sur qui on est. Oui, et donc une partie de la science-fiction s'attache à raconter ce que j'appelle de l'imagination avec une date. Ça me paraît plus commode de dire ça que de dire le futur, même si on a quelques auteurs qui pensent qu'ils racontent vraiment le futur. On est au courant que ce n'est pas tout à fait ça, qu'on fait de la spéculation, que cette spéculation a du sens. Et je voudrais savoir, donc je voudrais interroger nos spécialistes sur comment est-ce qu'on travaille les questions de futur dans vos spécialités. Qu'est-ce que ça veut dire travailler sur le futur ? Lucille, peut-être ? Oui, je peux commencer. Nous, en ce moment, dans le domaine de la nutrition, on travaille beaucoup sur des simulations et des modélisations des régimes alimentaires pour rester dans les limites planétaires, tout en respectant un certain plancher social. Donc, c'est la fameuse théorie du donut, qui est connue en économie. Donc, nous, on essaye de simuler, de modéliser des régimes alimentaires qui permettraient de rester dans ces limites planétaires, tout en garantissant, par exemple, la couverture des besoins nutritionnels de l'ensemble de la population. Qu'est-ce que c'est cette théorie des donuts ? La théorie du donut, ça définit en fait un espace en forme de donut qui s'appelle le Safe Operating Space, qui est un espace dans lequel les sociétés futures devraient évoluer pour respecter 9 limites planétaires, parmi lesquelles le réchauffement climatique, l'occupation des terres, etc. Et aussi 9 critères de plancher social, donc par exemple garantir l'accès à l'éducation, l'égalité, la santé. Et donc c'est ces bornes-là, c'est dans ces bornes-là qu'on imagine le futur, et le futur de nos régimes alimentaires, par exemple. Voilà. Et vous, Gabriel ? Du coup, comment on travaille le futur dans votre discipline ? Eh oui, très bonne question. Nous, on réfléchit beaucoup avec les contraintes qu'on va avoir dans le futur, donc comme tu l'as dit. Il y a beaucoup d'articles scientifiques qui commencent par en 2050, on sera 9 ou 10 milliards d'êtres humains. Et en gros, on voit que nos modèles d'alimentation, ils sont plus soutenables. Et donc, on cherche de nouveaux modèles d'alimentation, notamment, comme sur le texte, des nouvelles sources de protéines. Et c'est vers là qu'on s'oriente beaucoup.
Ok, et qu'est-ce qui se fait aujourd'hui dans votre domaine, hein? Qu'est-ce que j'ai entendu steak d'insectes? Ouais. Ça existe, on peut en acheter, on peut en manger. Pas en France, parce qu'on a des réglementations pour l'instant qui ne le permettent pas. En Europe, notamment en Suisse, c'est possible. Mais souvent, c'est lancé et dans l'année ou dans les 2 ans, ça s'effondre et il faut être assez rapide sur la start-up qui lance ça. Et sinon, je construirais ma réponse en 2 points. Donc d'abord, on a les parties ingrédients. Donc on va avoir les nouvelles sources de protéines. Donc on a évoqué les insectes, on a aussi les algues. Et là, il y a plus de débat, mais il y a aussi les légumineuses, qui ne sont pas vraiment nouvelles, mais que nous, on consomme plus fréquemment. Et ensuite, il y a la partie procédé. Donc procédé, c'est la manière dont on va transformer la nourriture. Et donc là, en fait, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on utilise souvent des machines qui étaient à la base pas destinées à l'alimentation, qui vont devenir des machines alimentaires. Un exemple? Par exemple, il y a l'extrusion. Donc l'extrusion thermoplastique, c'est ce qui permet de faire des bouteilles en plastique. Mais en fait, l'extrusion, c'est un procédé qui permet aussi de faire des spaghettis, des curly, des ficello. C'est ouais, peut-être des surimi, c'est plus connu. Le ficello, c'est du fromage qui se détache comme ça. Désolée. Merci. Et donc, est-ce que vos disciplines travaillent ensemble? Parce que je me dis, quelqu'un qui travaille sur les nouvelles techniques, les nouveaux ingrédients, est-ce que vous vous informez des déterminants cognitifs, comportementaux? Est-ce que ça entre en jeu et comment vous dialoguez dans vos disciplines? Alors, pour ma part, totalement. On a beaucoup besoin des neurosciences. On a notamment toute une phase de test qu'on appelle analyse sensorielle. On utilise l'humain comme instrument de mesure pour avoir une réponse sur les produits concrets. Mais quel humain? Nous. Puisqu'on n'a pas tous les mêmes goûts, on n'a pas tous les mêmes cultures, on n'a pas tous les mêmes envies. Ouais, on essaye de prendre des tranches représentatives. Mais effectivement, on n'a pas tous les mêmes goûts, mais en moyenne. Donc souvent, on prend entre 60 et 80 personnes. Et ça nous donne une moyenne du goût. Okay. Et pas un être humain qui incarnerait la moyenne? Non. Non. Bon. Pas d'être suprême. Ok. Et vous, Lucie? Et moi, pour ma part, j'ai une approche beaucoup plus globale des régimes alimentaires. Et donc, du coup, toutes ces nouvelles formes, nouveaux aliments transformés ou nouvelles sources de protéines, on les étudie comme composantes du régime. Donc, nous, l'idée, c'est plutôt de comprendre qui sont les personnes qui vont se mettre à consommer dans cette tendance-là, sachant qu'en fait, il y a bien d'autres tendances qui existent dans la société. En fait, c'est assez quand même fragmenté et divisé, les régimes alimentaires et les tendances en fonction, comme tu l'as dit, des groupes sociaux, etc. Et donc, ces nouvelles formes d'aliments et d'alimentation, elles ne percolent pas de la même manière dans tous les groupes sociaux. Voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de comprendre pourquoi ça percole ou pourquoi ça ne percole pas. Oui, et on a parlé en préparant cette table ronde des scénarios de l'ADEME. Ouais. Alors, je ne sais pas si le public est familier de ces scénarios. Je vois des têtes qui bougent dans tous les sens. On veut bien un rappel de ce que c'est et qu'est-ce que ça a comme conséquence de connaître ces scénarios pour pouvoir travailler la question du futur d'alimentation. Oui, en fait, le point de départ de cette réflexion, c'est de se dire que l'alimentation du futur, et donc pour l'ADEME, c'était pour 2050. Donc l'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, pour ceux qui ne connaissaient pas. Et l'idée, c'est que nos environnements alimentaires, ils vont être façonnés dans le futur par vraiment des choix de société, et que ces choix de société, ils sont pluriels et ils vont s'ancrer dans des tendances qui sont déjà présentes, mais qui vont peut-être pas toutes arriver au même niveau de maturité. Donc il y a 4 scénarios que l'ADEME propose pour 2050 et qui ont des conséquences sur nos choix alimentaires. Le premier, c'est un scénario qui s'appelle Génération frugale. Donc c'est un scénario qui se base vraiment sur une prise de conscience globale des enjeux climatiques et de santé en lien avec notre alimentation. Ça s'accompagne par une nouvelle valeur qui est apportée à l'alimentation, notamment plus de budget alloué à l'alimentation, plus de temps aussi. Et ça a vraiment pour conséquence de reconnecter les citoyens au mode de production, de diminuer drastiquement la consommation de viande dans notre alimentation notamment, et d'aller vers une agriculture extensive, notamment pour privilégier le bien-être animal. Le deuxième scénario,
c'est un scénario qui s'appelle coopération territoriale, où là, la clé d'entrée, c'est vraiment une reterritorialisation forte de notre alimentation, notamment avec le développement du jardinage, de l'agriculture urbaine, mais avec vraiment cette idée que les filières de proximité vont devenir la manière la plus commune de s'approvisionner. Et ça a notamment pour conséquence une diminution très importante de tous les produits exotiques dans notre alimentation et une alimentation qui se construit avant tout au fil des saisons et de la disponibilité dans un territoire local. Donc après, le local, on peut le définir de multiples manières, mais c'est vraiment l'idée. Et les deux autres scénarios sont des scénarios assez différents parce qu'ils sont plutôt basés sur des innovations technologiques. Donc le troisième, c'est un scénario qui s'appelle technologie verte et qui est vraiment basé sur une optimisation des systèmes, notamment des systèmes agricoles et des méthodes de production. Et aussi pour les consommateurs, une optimisation des régimes via l'utilisation d'outils numériques pour la planification des achats, pour la planification de nos repas, la confection de recettes. Donc finalement, tout est optimisé, la production agricole et aussi nos régimes alimentaires qui du coup nous permettent de mieux couvrir nos besoins, d'être en meilleure santé, mais avec une forte dépendance aux industries agroalimentaires. Et enfin, le quatrième scénario, c'est un scénario qui s'appelle le pari réparateur, donc qui est vraiment basé sur le fait que on trouvera des solutions pour rester dans les limites planétaires, notamment la captation du CO2, etc. Et en termes d'alimentation, ça se traduit dans la population par surtout des valeurs de praticité, de gain de temps, de gain monétaire aussi, et donc une intensification des productions qui va avec le fait de produire à moindre coût. Et du coup, dans notre assiette, ça se traduit par l'utilisation beaucoup en fait d'aliments transformés, mais avec une traçabilité et des protéines alternatives, les insectes, la viande de synthèse, mais cette déconnexion en fait à cause des intermédiaires entre la production et le consommateur s'ajoute aussi pour une demande de transparence à toute une traçabilité numérique qui se met en place tout au long de la chaîne. Donc tout ça en fait c'est des choses qui existent un peu en germe dans notre société et on voit bien qu'en fonction de ce qui va être choisi comme modèle, on ne va pas arriver au même régime alimentaire dans un siècle. Merci. Je me tourne vers l'auteur de science-fiction qui partage aussi ces techniques, notamment avec un projet qui s'appelait les ateliers du comité SF, c'est ça? Ouais, le CSF, Comité Science-Fiction. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un dispositif d'imaginaire collectif qui a été bricolé, enfin plus que bricolé, construit par le Muséum d'Histoire Naturelle en partenariat à Paris, en partenariat avec les facs. Et il y a eu 3 années où en fait c'est un genre d'atelier d'écriture et de création qui est ouvert à toutes les étudiantes, étudiants dans les facs à Paris, et ça se déroulait sur une année et on utilisait un axe pour essayer d'explorer les futurs. Et moi j'ai fait l'année, c'était il y a 5 ans, j'ai fait l'année où l'axe c'était l'alimentation. Donc on a utilisé le futur de l'alimentation comme axe pour creuser, genre dans tous les sens, creuser les imaginaires. Et évidemment, c'est juste une ficelle qu'on tire et ça débobine tout, ça débobine le rapport à l'espace, les structures sociales. Et du coup, ça a présenté l'avantage, je trouve, de venir en complément de ce qui a été dit maintenant, qui me paraît extrêmement intéressant pour nourrir les imaginaires, mais c'est aussi de permettre à chacune, chacun d'aller penser en dehors du donut ou d'aller penser en dehors de ces cadres-là. Et parce que je pense que le futur, il est co-construit, il est construit y compris avec des rêves, en fait, avec des choses qui ne ressemblent pas à la réalité. Voilà. Tu as parlé de cadre et je me tourne de nouveau vers vous de ce côté-ci. L'ADEME s'intéresse à la France uniquement. Quand on dit exotique, ce qui est exotique aujourd'hui, est-ce que ça le sera encore demain, vu que le climat change? Est-ce qu'il y a du travail là-dessus aussi, sur ces modifications-là, sur les liens avec les autres pays? J'entendais aussi sur les habitudes qui ne sont pas les mêmes. Comment ça devient un peu plus, un peu moins franco-centré, ces histoires-là de futur d'alimentation? C'est une très bonne question. On est dans un régime de plus en plus mondialisé. En fait, on voit qu'il y a des aliments qui deviennent standards partout dans le monde. Et on perd aussi un peu... Quels aliments? Je sais pas, les hamburgers, les pizzas, tout ce qui marche très bien, quoi.
On les voit de plus en plus partout. En fait, on va avoir des Starbucks, des McDonald's, un peu dans toutes les grandes villes du monde. Donc là, on voit qu'il y a une standardisation de la nourriture industrielle. Est-ce que c'est pas une opportunité quand on a envie de faire changer, si on fait tout changer en même temps? Non. Si, peut-être, mais je ne pense pas qu'il soit dans cette optique-là. Ok. C'est vrai. Oui, en fait, on sait qu'on est dans une tension entre le local et le global actuellement. Je dis rien de nouveau, Bruno Latour l'avait dit avant moi. C'est vraiment cette idée qu'à la fois on a envie de retrouver ce qu'on mangeait avant, une certaine connexion, une identité avec notre alimentation, et à la fois aussi, on a du mal à se passer du thé, du café, donc quelque chose qui sont vraiment sur les marchés globalisés, quoi. Donc c'est clair que l'alimentation, elle se pense au niveau global, puisque c'est au niveau global que nos systèmes alimentaires ont aussi un impact, et en effet, les choses vont se modifier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, quand on fait des simulations, on travaille notamment sur les aspects atténuation du changement climatique, mais aussi sur les aspects adaptation. Et qu'est-ce que ça va vouloir dire, en fait, de manger quand on aura atteint les plus 2 ou les plus 3 degrés. Et alors moi, là, je parle dans mon domaine, ça a notamment une conséquence sur la teneur en nutriments des cultures. Donc sur le type de culture, mais aussi sur la teneur en nutriments des cultures. Donc il y aura peut-être aussi des changements où pour atteindre une bonne santé, on va devoir manger encore plus qu'aujourd'hui, par exemple, de certains fruits ou de certains légumes, parce qu'ils auront perdu de leur valeur nutritive. Donc ça, c'est des choses qui émergent vraiment, nous, dans le domaine de la nutrition, notamment. Merci. Donc Léo propose de lire un texte. Qu'est-ce que c'est? D'où vient ce texte? Du coup, je boucle avec ce que je disais avant. C'est dans le cadre de ces ateliers du CSF, on a co-construit la France du Turfu. Et dans ce cadre-là, on a produit des petits textes. Et ça, c'est un texte que j'ai écrit moi-même, donc je peux l'assumer. Je ne suis pas en train de voler le travail de quelqu'un. C'est un texte qui passe à la radio, donc dans la France du futur. Avant les lois de végétalisation alimentaire, certaines personnes avaient pour habitude de cohabiter avec des animaux, chats ou chiens, y compris quand elles vivaient dans des appartements. Avec le rationnement et le changement de génération, très peu nombreuses sont celles qui ont continué à vivre ainsi. Une grande partie des animaux domestiques ont connu le même sort que les espèces d'élevage et ont disparu dans les années qui ont suivi, même si dans certaines campagnes, les chats et les chiens sont redevenus autonomes et sont parvenus à survivre. Vous vous souvenez sûrement de l'affaire des gourmets de Nantes, cette société secrète du Pays de Loire qui fournissait aux riches payeurs de toute la France des délicatesses carnées, pâtés, charcuteries. Quand le scandale a éclaté au grand jour, on a d'abord parlé d'un retour de la viande de synthèse via des labos britanniques. Ça n'a pas tenu bien longtemps avant qu'on découvre le véritable trafic, le braconnage de chiens sauvages et sa transformation en aliment à coups d'épices, attendrissement et de faisandage. L'Église unique a joué un grand rôle dans la publicité autour de ce scandale. Impure toute viande, diabolique le chien, maudite la viande de chien. Mais quand les fidèles sont venus mettre le feu aux cuisines clandestines, les trafiquants avaient fui de longue date. La Veneuse est une légende rurale née dans la foulée, une femme mystérieuse et échevelée menant à travers l'Europe des troupeaux de chiens qu'elle préserve des chasseurs, des agents de fourrière et des camps d'assainissement. La Veneuse surgit avec ses bêtes au cœur des cités. On dit qu'elle rend une justice expéditive, mais aussi parfois qu'elle se contente d'accueillir. C'est une bonne mère et un ange de la vengeance. Tant qu'on trouvera au marché noir pour des prix exorbitants de la viande de maquis séchée à l'origine indiscernable, il n'y a pas de raison que cette histoire cesse de nous travailler. Rappelez-vous tout de même que face à un chien sauvage, même isolé, la plus grande prudence est de mise, et continuez de nous signaler les mouvements de leur groupe. Merci beaucoup. Ah bah oui, allez-y, applaudissez. Ce qu'il y a de tout de même magique avec la littérature, c'est qu'on a plusieurs couches d'une question qui vont se superposer, qui vont être là. On va voir l'ambiguïté de certains choix, on va entendre les histoires qui se racontent autour de la nourriture et tout cet aspect culturel, politique, économique qui vient. C'est une réflexion que tu mènes, Léo, sur ce qui fait qu'on mange ce qu'on mange, au-delà des goûts, au-delà de la disponibilité des ingrédients. En fait, alors moi je suis un peu monomaniaque, mais je ramène à peu près tout au même endroit, qui est que
je pense qu'on peut envisager en tout cas le goût et les préoccupations de nourriture comme un récit. Et j'ai l'impression qu'on est quand même très très enfermé dans une série de récits ou dans des récits qui sont un peu piégeants. Et du coup, je pense qu'un des privilèges ou un des possibles de la fiction et de l'imagination, c'est précisément de sortir de ces trucs-là et de ne pas avoir à se préoccuper et de bien rester dans le donut ou de rester dans ces horizons-là. Et moi, ce que je vois quand même, c'est que sur ces histoires de goût, sur ces préoccupations immédiates, parce que je pense qu'on est dans un endroit de panique, quand même, légèrement, sur où est-ce qu'on va et comment on va faire les choses, et que peut-être c'est pas mal de prendre du champ dans l'espace et dans le temps, et par exemple se rendre compte que les principales problématiques qui sont soulevées quand même sur comment est-ce qu'on va se nourrir demain et après-demain, elles sont liées à un temps relativement court en fait. Et que le récit de l'alimentation, c'est un récit qui prend à la fois en compte ce qui se passe depuis moins d'un siècle, en réalité, enfin la transformation de l'agriculture en agro-industrie et la transformation de nos habitudes alimentaires par l'industrie et le capitalisme, qui est lui-même adossé à une histoire extrêmement longue en fait de comment on se nourrit et de quoi on se nourrit et ce qu'on fait. Donc ça, je pense que c'est assez intéressant aussi de mettre en perspective ça, de se dire ok, on est dans la merde, mais on est dans la merde depuis pas si longtemps que ça, par des choix de société qu'on a fait. Donc il y a aussi ce truc-là de peut-être c'est possible de démolir l'outil et de réfléchir autrement. Il y a ce possible-là. Et puis après, la SF, c'est tout le temps et tout l'espace du monde. Donc allons-y, en fait. Allons voir ce dont on a réellement envie, de ce dont on a réellement besoin. Gabriel, vous vous êtes intéressé. Alors j'ai vu un micro, peut-être qu'il y a une réaction tout de suite. Allons-y. Je peux ? Ouais. Oui, non, mais parce que, je pense que ce que tu dis, moi, c'est un truc que je dis beaucoup aussi en conclusion de mes travaux sur les comportements alimentaires, c'est de se dire que finalement, on se sent souvent un peu enfermé. On dit souvent, oui, c'est beaucoup notre environnement qui détermine nos choix. Mais en fait, cet environnement alimentaire, c'est la résultante de choix qui ont été faits, de choix politiques, de choix économiques, et comme tu le dis, depuis pas si longtemps que ça. Donc moi, je trouve qu'au lieu de se sentir enfermé là-dedans, il faut se dire, mais finalement, si à un moment on a choisi ça, on peut très bien choisir autre chose dès aujourd'hui et réfléchir à notre futur. Donc voilà, je suis vraiment... De ouf. Je voulais pas donner l'impression qu'on est en train de lutter et tout ça, ou que ce travail n'est pas du tout intéressant. Au contraire, je pense que c'est vraiment vital d'avoir des gens qui sont spécialistes et qui regardent les choses et qui structurent et qui sont dans le concret des choses. C'est juste simplement de dire aussi et de rappeler que le boulot de l'imaginaire, que ce soit en tant qu'artiste ou juste en tant que personne qui s'intéresse à l'imaginaire, c'est aussi d'arriver à passer de l'autre côté de ce truc-là. Et pour moi, c'est une question politique, mais qui dépasse très très largement ce cadre-là. En fait, c'est que j'ai l'impression qu'on nous répète à longueur de temps de quoi le futur sera fait, et que les gens qui nous répètent de quoi le futur sera fait sont les gens qui ont les moyens de faire advenir ce futur. Donc c'est pas très étonnant que... Donc voilà, c'est simplement rappeler que on a le choix, en fait, on a le choix. C'est un des trucs, un des bénéfices du capitalisme comme totalitarisme, c'est que au moins tu as le choix, quoi. C'est le seul truc que le capitalisme te permet. Voilà. Merci. Je me tournais vers Gabriel, mais qui a peut-être quelque chose à dire sur ce sujet-là avant que je change. Totalement. En fait, cet extrait et ce que tu as dit, que je trouvais passionnant, ça m'a fait penser au projet de recherche sur lequel je travaille en ce moment. Et c'est un projet de science et recherche participative. Et en fait, on essaye de trouver de nouveaux usages, donc c'est par impression 3D, pour faire de la nourriture. Et on ne sait pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée, mais en fait, on le partage avec la société civile. Et c'est trop bien parce qu'on peut imaginer des solutions. Et souvent, tout seul, on n'imagine pas grand-chose, au fait. Et cette émulation collective, elle permet d'avoir des idées vraiment intéressantes, de soulever des problèmes auxquels on n'avait pas pensé, et qui ne viennent pas d'en haut, et qui viennent vraiment du terrain. Et ça, c'est hyper intéressant. Oui, merci pour cet apport-là, parce qu'effectivement, en vous entendant tout à l'heure, on avait juste l'impression qu'il y avait des gens dans un labo qui décident de choses, et puis on va tester sur d'autres personnes pour voir ce que ça donne. Et en fait, non, ça se construit au fur et à mesure avec le rapport avec les personnes, etc. Elles sont impliquées dans le processus de recherche. En fait, je dirais que je suis au milieu d'un sandwich où au-dessus, il y a des financements. Donc nous, on est financé par l'ADEME et la région. Et, qui fait le pain? C'est la tranche du dessus. Et la tranche du dessous, c'est le terrain, les personnes qui pourraient utiliser
le produit qu'on va créer ou la technologie qu'on va inventer. Et nous, on essaye de faire le lien entre ces deux-là, quoi, de donner un bon goût. Le beurre, la mayonnaise. Ouais, voilà. Ok, merci. Et vous, Lucille, finalement, comment les gens, comme moi, comme nous, dans le public, comment on a accès à ce que vous faites et comment est-ce que nous, on y participe ou pas du tout? Déjà, ici, moi, je suis super contente d'être là pour parler des recherches qu'on fait en sciences du comportement et nutrition. Et nous, moi, je fais beaucoup de projets en collaboration, notamment avec la restauration collective et avec la restauration scolaire et la restauration universitaire. Donc, l'idée, c'est vraiment de réfléchir ensemble à qu'est-ce que c'est le futur de l'alimentation, et notamment en restauration collective où on touche beaucoup de gens, pour arriver à impulser des habitudes qui clairement ne nous amènent pas dans le mur, quoi. C'est vraiment ça l'idée, hein, aujourd'hui, c'est vraiment de se dire, on sait que nos systèmes alimentaires sont responsables de milliers, de centaines de milliers de morts chaque année, hein, c'est la réalité, et de plus de 30% des émissions de gaz à effet de serre. Néanmoins, les habitudes alimentaires qui ont été construites par ces systèmes alimentaires, elles ont la vie dure, et elles font partie maintenant intégrante de l'identité des gens qui mangent, l'identité des mangeurs. Et la question, c'est comment on arrive à toucher cette identité avec d'autres récits, d'autres projections dans le futur que celle de ce qu'on appelle le scénario tendanciel, hein, c'est-à-dire une certaine forme de continuité des tendances actuelles, pour se dire qu'on arrête on enraye l'effet destructeur des systèmes alimentaires actuels. Clairement, c'est ça. Et nous, on mise vraiment sur les jeunes générations, quoi, pour faire ça, quoi. Donc les scolaires, les étudiants. Ouais. Si Léo nous rappelait quand même comment l'imaginaire peut se défaire de tout ça dans une certaine mesure, ou complètement, je ne sais pas, on en parlera, mais en tout cas comment l'imaginaire peut sortir de ce qui peut paraître raisonnable, probable, même souhaitable. Et donc Gabriel m'expliquait avoir un petit peu travaillé sur ce que dit l'imaginaire des futurs d'alimentation dans des œuvres de l'imaginaire. J'aimerais bien l'entendre là-dessus. Qu'est-ce qu'on retrouve dans nos livres, dans nos films? En fait, moi, c'est principalement dans les films et les animés et les séries. Je trouve qu'il y a des archétypes de nourriture. Donc souvent, il y a le héros qui va manger des nouilles. Donc, par exemple, dans Cowboy Bebop ou Le Cinquième Élément. Enfin, on le retrouve pas mal. Blade Runner aussi. Il mange des nouilles et en fait, nous aussi, on mange des nouilles. Oui, c'est vrai. Et donc, je pense que ça nous permet de nous identifier. Après, parfois, quand on veut dépeindre un futur un peu post-apo, un peu catastrophe, en fait, la nourriture, c'est un super moyen de dire de show don't tell, quoi. Et on en peut avoir une espèce de bouillie oppressive comme dans Matrix où on va avoir juste les nutriments fonctionnels et le concept de plaisir et de goût a complètement disparu de l'humanité. Voilà, il y en a plein que je retrouve pas là. C'est pas très grave, Léo, tu as lu aussi là-dessus, donc peut-être tu peux compléter. Qu'est-ce qu'on mange dans les histoires de science-fiction? On mange des gens. Ouais, il y a cannibalisme. Oh punaise, spoiler. Mais oui, faut pas le dire. Oh non. Mais c'est un truc un peu incroyable dans ce film d'ailleurs, c'est que genre tu le sais à la moitié du film, mais que le film Donc on parle s'arrête de quand Soleil Vert, hein. quand on le dit, à partir du moment où quelqu'un dit la vérité. Bref, mais ça c'est une incise. J'ai le droit de pirater la question et de parler d'autre chose parce que ouais. Je reviens toujours, mais vas-y. Ça marche. Non, je voulais juste poser deux trucs sur qu'est-ce que c'est que la nourriture et qui est souvent absent. Alors, ça fait lien, qui est quand même vraiment souvent absent dans les œuvres de science-fiction et dans le show don't tell. C'est la cuisine comme tâche domestique. Et ça, je pense que c'est méga important en fait pour réfléchir le futur. Alors, c'est assez normal que ce soit absent de la littérature de science-fiction parce que pendant très longtemps, le rapport c'est vraiment sur genre créer, explorer, conquérir, et qu'on commence seulement à réfléchir à on peut peut-être raconter d'autres histoires et que peut-être qu'il y a un épique de l'entretien. Et non, mais c'est pas drôle, hein.
Moi, je Oui, veux. la maintenance, l'entretien. Mais moi, je veux lire une tétralogie sur les nettoyages des chiottes dans le futur, ça c'est certain. Mais ce que je veux dire, c'est que alors, de toutes les tâches domestiques, c'est une des tâches domestiques qui est le plus volontiers acceptée par les hommes, parce qu'elle est valorisante et valorisée. Tu veux faire le grand repas du dimanche et puis de laisser la bouffe du quotidien à celle qui doit nourrir les enfants. Mais c'est intéressant aussi en fait de savoir qui porte cette culture et qu'est-ce que ça veut dire. Donc ça c'est un des axes. Et le deuxième axe que je trouve intéressant et qui est souvent peu exploré aussi en science-fiction, parce qu'on a tendance à dire une planète, un biome, un pays, une culture, et éventuellement si tu vas sur la planète d'à côté c'est différent. Et ben c'est le fait que le manger, c'est un acte social, et du fait que c'est un acte social, ça crée une culture, et que cette culture, elle est porteuse, elle est véhicule absolument tous les systèmes des sociétés qui les portent. Donc c'est aussi une culture qui est traversée par la misogynie, ça on l'a vu, mais qui est aussi traversée par le racisme, genre qu'est-ce qui est le mauvais goût, et c'est le mauvais goût de l'autre, donc ces gens mangent des choses répugnantes, et puis c'est évidemment traversé par, mais ça on l'a vu dans l'extrait de Becky Chambers, par le classisme en fait, ou par les stratifications sociales. Manger, ce que tu manges va te définir, et ce que tu trouves bon va te définir, et donc ça fabrique du snobisme et tout ça. Et donc tout ça, c'est autant de pistes narratives qu'on peut complètement explorer dans des contextes imaginaires, quoi, plutôt que de gober des pilules ou de manger des cadavres. On n'avait pas parlé des pilules encore, effectivement. Donc merci beaucoup pour ça. En t'écoutant, je pensais au travail de Saul Pandelakis, donc, qui est enseignant en design, qui est aussi auteur de science-fiction, et qui a travaillé sur la cuisine, justement. Qu'est-ce que c'est une cuisine, et qu'est-ce que ça signifie. Et c'est passionnant. Et comme on a majoritairement une science-fiction écrite par des hommes qui demandent juste qu'est-ce qu'on mange et qui ne savent pas ce qui se passe dans la cuisine, il y a un manque qui commence à être comblé, et je trouve ça extrêmement intéressant. Je peux rebondir ? Ouais. C'est vrai que cette histoire de pilule ou de solution facile qu'on peut retrouver dans les scénarios de science-fiction, où en fait il faut entre guillemets régler le sujet de comment les gens vont se nourrir, quoi. Donc, et c'est souvent très utilitariste. On trouve un peu la pilule magique qui va couvrir les besoins, et puis hop, on n'en parle plus. Et ça, c'est marrant parce que ça fait penser à des travaux d'un psychologue qui s'appelle Paul Rosine, et qui a regardé justement ce rapport utilitaire ou hédonique à l'alimentation en fonction des cultures. Et notamment, ce qu'il a montré, c'est qu'aux États-Unis, on avait beaucoup plus tendance à avoir une vision utilitaire, donc à se satisfaire d'une pilule, qu'en France, par exemple, où l'alimentation elle a d'autres dimensions que simplement celle de couvrir les besoins. Et donc finalement, tu parlais des steaks d'insectes, etc., et du fait que ce soit difficile à accepter, parce que finalement, une fois qu'on a dépassé la curiosité ou juste le côté pratique, il manque tout le récit autour de cette innovation ou de cette nouvelle manière de s'alimenter. Et c'est ce récit-là qui va amener un plaisir sensoriel, un plaisir hédonique, mais aussi à quoi ça me ramène, qu'est-ce que ça m'évoque, et puis aussi, est-ce que ça me permet d'échanger avec mes semblables ou pas. Parce que finalement, une pilule, on enlève du coup toutes ces dimensions-là à l'acte alimentaire. On satisfait nos besoins, mais il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de relations sociales, et il n'y a plus d'histoire. Donc est-ce qu'on a vraiment envie de ça, en fait, dans le futur, quoi ? Oui. Ouais, totalement. Dans la plupart des représentations, pas l'extrait qu'on a eu au début, mais c'est pas vraiment cool, par exemple, de manger des insectes. Dans Snowpiercer, c'est au fond du train, il y a vraiment ce concept de lutte des classes, et c'est les pauvres vont manger des insectes et les riches peuvent maintenir un régime carné. Donc ça fait vraiment réfléchir sur l'utilité de ce qu'on va créer, comment ça va être utilisé, qui va avoir les leviers là-dessus. Je me tourne vers Léo, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on a à peu près fait le tour des thèmes que j'avais prévus, et voilà. Non, j'en remets juste une petite couche sur regarder le présent et le snobisme et l'architecture du truc, mais c'est quand même un peu zinzin que c'est Mark Zuckerberg, enfin, je crois, qui, avec son pognon, il décide d'élever des bœufs qu'il nourrit lui-même aux noix de macadamia, enfin, qu'il nourrit lui-même. Et donc, il fait la viande de bœuf la plus chère du monde. Et donc, on a ce truc-là aussi sur le bien positionnel, en fait. Il y a une espèce de truc aussi dans cette ambiance d'inquiétude catastrophique. La nourriture, c'est aussi un endroit où on voit les milliardaires qui font sécession et utiliser l'hédonisme comme
un moyen culturel de légitimer les structures en place et de foncer tête la première dans la catastrophe en disant bah ouais, c'est pas grave, s'il y a des choses délicieuses, et bah, ce sera pour nous, et on pilote la machine, et puis débrouillez-vous avec ce qui reste, quoi. Je voulais revenir vers Lucille sur les questions de peur et de désir dans la manière de façonner nos goûts en termes d'alimentation. Ouais. Je ne veux pas trop empiéter sur l'autre conférence qui est Aimer mal manger, qui a lieu demain. On se retrouve. On se retrouve, exactement. Non, mais je pense que c'est ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que en fait, on peut avoir ce qu'on appelle la néophilie, qui est un trait en fait vraiment de caractère en lien avec l'alimentation, c'est-à-dire vraiment ce goût de tester des choses nouvelles, la nouveauté, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé par l'industrie agroalimentaire, le marketing, qui crée des nouveaux produits et qui essaie de nous donner envie en fait d'aller vers ces nouveautés, vers cette innovation, les nouvelles recettes, etc. Voilà. Mais tout le monde ne l'a pas, hein. Notamment par exemple les enfants, ils sont très prudents avec ce qui est nouveau, ils sont plutôt néophobes, donc ils préfèrent manger ce qu'ils connaissent parce que c'est aussi quelque chose de protecteur en termes de trait évolutif, hein. On ne va pas aller goûter tout et n'importe quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a gardé de manière ancrée dans l'évolution depuis longtemps. Et donc après, à l'âge adulte, il y a vraiment c'est quelque chose qui segmente en fait la société, quoi. C'est vraiment un trait qui est assez variable. Des gens qui sont très néophobes, qui vont vraiment rester sur leurs habitudes, sur ce qu'ils connaissent, et c'est ça qui leur procure du plaisir. Et d'autres qui, au contraire, vont avoir vraiment cet attrait pour la nouveauté. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'omnivore. Dans une société, en fait, il faut des deux. C'est-à-dire, il faut des gens qui restent un peu sur leurs acquis et qui assurent que tout se passe bien, qu'il y ait une continuité. Mais il faut aussi qu'il y ait des gens qui explorent, et notamment culinairement parlant. Et avec Oui, parce la que quand nourriture. on pense à des choses qu'on mange, on ne sait pas trop comment ça s'est décidé, qui a goûté. Qui a goûté en premier. C'est Et ben ça. voilà, c'est ça. Ce sont les néophiles qui vont faire en fait des découvertes et qui aussi permettent d'acquérir une certaine forme de résilience et d'adaptation aux sociétés humaines, puisqu'ils découvrent des choses. On voit que finalement ça se passe plutôt bien, donc la société petit à petit va aller vers ça. Donc on est toujours dans ce paradoxe-là de pouvoir tout goûter, mais vouloir quand même rester sur des choses qu'on connaît pour quand même garantir sa survie, quoi. Et on deal en fait avec ces deux pans dans nos choix alimentaires. Et est-ce que les néophiles ne sont pas les gens sur qui vous devez vous pencher, vous qui essayez de nous faire bouger? Ouais, totalement. Il ne faut pas les chercher et leur dire « Allez, répandez la parole ». Ils sont partout, les néophiles, ils goûtent sans qu'on leur demande, ils sont courageux. Mais il y a aussi un concept important qui est celui de la familiarité. En fait, qu'on ait de la néophobie ou non. Par exemple, je reprends les insectes. Si j'en mets un au milieu de l'assiette comme ça, pas du tout appétissant. Par contre, si on le transforme, qu'on le réduit en poudre et que, je sais pas, on lui donne la texture d'un steak et qu'on le met sous une forme de burger ou, je sais pas, de chips, on va le mettre dans un environnement qui est familier pour nous. Et du coup, là, on va favoriser cette néophilie. Ah oui, moi, clairement, je me simplifie la vie en travaillant avec les jeunes, hein. On est clairement sur une population qui est... qui a envie en fait de faire bouger les lignes en termes d'alimentation. Et moi, en travaillant avec les jeunes générations, les jeunes adultes, c'est vraiment ça que je vais chercher. Et il y a des travaux en économie qui montrent que les changements globaux de société, ils vont venir des nouvelles générations et des femmes qui sont dans une structure familiale, parce qu'en fait, c'est ces deux populations-là qui auront le plus d'effets d'entraînement sur la société en termes de changement de régime alimentaire. Merci. Alors, pendant que le public commence à préparer ses questions, parce que ça va bientôt être à vous, j'aimerais bien qu'on essaye d'imaginer ensemble le menu dans 100 ans. Alors, on a quand même parlé beaucoup de viande et de substituts à la viande. Il n'y a pas de dessert dans la nourriture du futur. Si, il en faut pour les petits becs sucrés aussi, bien sûr. Par exemple, moi, le projet sur lequel je travaille, c'est de l'impression de nourriture. Et on voit que ce qui se développe en premier, c'est les desserts. Donc tout ce qui est pâtisserie. Et en fait, on arrive à faire des fonds de tarte avec des structures très artistiques qu'on ne pourrait pas faire, même en étant un très bon artisan pâtissier, qui serait impossible. Il y a du sucré. Il y a du sucré. Alors, qu'est-ce qu'on mange, Léo? Quand la Dans midi, 100 là ans. Franchement, j'en sais rien. Je sais pas ce qu'on mange dans 100 ans. Ce serait pas mal. Qu'est-ce que tu aurais envie de manger dans 100 ans? Qu'est-ce que tu aurais peur de manger dans 100 ans? Moi, je veux bien manger
Je veux bien manger des bons légumes, quoi. C'est bon. Moi, je suis team légumes, donc ouais. Comment on fait, Lucille, pour manger des bons légumes dans 100 ans? Du coup, je pense que les scénarios 1 et 2, voilà, ils vont plus nous amener vers ça que les scénarios 3 et 4 dont je parlais tout à l'heure, quoi. Donc, je pense qu'il y a quand même une chose importante pour voilà, comment moi j'aimerais qu'on mange dans 100 ans. Non, je me dis que l'alimentation, c'est quand même pas juste une corvée, comme souvent on a voulu nous le faire croire, et comme vous le dites, ça a certainement pas, c'est pas étranger en fait à la société patriarcale en fait d'avoir voulu classer ça comme une corvée, l'acte alimentaire et la préparation des aliments. Donc l'idée c'est de se dire comment on fait pour qu'une société redonne de la valeur en fait à tous ces actes qui sont liés à la manière dont on s'alimente. La production, l'approvisionnement, la préparation. Donc il y a des choses qui existent, parce qu'on voit quand même que les émissions culinaires, il y en a de plus en plus. Donc voilà, mais comment on fait pour redonner de la valeur, que les gens aient envie d'y passer du temps et aussi envie d'y consacrer une part plus importante du budget. On dit qu'il y a l'inflation, etc. Mais en fait, la part des ménages, la part du budget des ménages consacrée à l'alimentation n'a jamais été aussi faible qu'aujourd'hui. Il faut quand même le dire. Et l'idée, c'est de se dire... on l'a vu en fait pendant le confinement, quand on sort un petit peu des structures existantes, du travail qui prend beaucoup de place dans nos vies. Moi, j'avais fait une étude pendant le Covid et on avait vu qu'il y avait tout un pan des personnes qui retrouvaient du plaisir à cuisiner et c'était quelque chose qu'elles voulaient garder après le Covid. Par contre, 1 an après, moi, j'ai refait la même étude et en fait, retour à la case départ. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la vie quotidienne avait repris le dessus. Donc, il y a vraiment quelque chose, je pense, à réfléchir en termes de structure de nos journées, de structure du temps pour redonner de la place à l'alimentation. Et ça passera par un investissement plaisir en fait de cette alimentation. Les gens n'auront envie d'y consacrer du temps que si ils y prennent du plaisir. Ça va être le temps des questions du public, mais si vous avez envie de continuer à discuter, le temps qu'on sache qui veut poser des questions. Ah, je vois des mains partout. Jusque là-bas aussi. Wow. Ok. Bon, faut dire que c'est un sujet qui nous concerne toutes et tous, plus ou moins. Toujours pas? Ah si, ça y est. Merci. C'était très intéressant, mais j'avoue que j'ai été un peu surpris d'entendre beaucoup parler d'insectes, ce qui était cool, même j'aurais aimé en entendre davantage, mais bon. Donc on a plus entendu parler d'insectes et de cadavres que d'alimentation non carnée, sans même parler de véganisme ou d'agroécologie. Alors que quand on pense alimentation du futur d'un point de vue réaliste, on le sait qu'il va falloir aller vers manger moins de viande. Et je suis même encore plus surpris d'entendre comment on fait pour faire pousser de bons légumes, alors que c'est vachement plus facile, je vais vous dire, que de faire grossir de la bonne viande. Alors, est-ce que c'est à ce point un impensé, ou est-ce que c'est à ce point impensable que de se dire « Bon, les gars, soyons réalistes, bouffons un peu moins de viande ». Merci pour la question. Je pense que Lucille avait commencé à y répondre. S'il y a des choses à ajouter. Oui, non, c'est exactement ça. Pour le coup, tous les scénarios pointent vers ça. C'est-à-dire que, voilà, donc apparemment, il faut aussi sortir du cadre. Mais bon, les limites planétaires, moi, j'ai l'impression que c'est un cadre duquel c'est difficile de sortir quand on imagine le futur. Et en effet, tous les scénarios tendent vers une réduction drastique de la consommation de viande, si on veut rester en limite planétaire. Et en fait, c'est pas de la science-fiction du tout. Enfin, on sait très bien comment le faire, etc. Et en termes techniques, il n'y a pas de problème. Après, c'est une question de comment, en fait, on va amener la société à ce changement-là, à une réduction drastique de la consommation de viande. Et moi, c'est vraiment l'objet de mes recherches, c'est ça. Moi, j'ai fait des challenges pour réduire la viande avec des étudiants, donc on pourra en reparler, mais c'est vraiment ça. L'idée, c'est qu'est-ce qui active ce passage à l'action au niveau individuel et au niveau de collectif, de changement de nos régimes alimentaires vers une réduction de la consommation de viande. Ouais, je rajouterais peut-être que, en gros, nous, les innovations qu'on fait de transformation alimentaire, je ne les vois pas comme un point final, je les vois, comme tu l'as dit, comme une transformation vers un modèle plus soutenable et favoriser la familiarité. Et en fait, les modèles qu'on utilise pour faire des steaks d'insectes, c'est les mêmes pour faire des steaks végétaux avec des légumineuses. Et en fait, on n'a même pas besoin au final de dépenser tant d'énergie que ça. On peut aussi faire des galettes de légumes chez soi très simplement.
Ouais, moi je suis méga dac et je pense que c'est vrai méga dac et je pense qu'en fait c'est le pardon, c'est un très bon endroit où prendre la question en fait, c'est vraiment ça. C'est euh, qu'est-ce qui nous arrive pour que la principale question ce soit de savoir si on a le droit ou pas d'appeler steak un steak végétal. Enfin, je pense que c'est vraiment un point de crispation, mais qui reprend, je pense, la plupart des fils qui ont été abordés. C'est-à-dire qu'il y a ce truc-là de pas vouloir prendre en compte l'animalité des êtres humains. Dans la confrontation des espèces extraterrestres, dans la science-fiction classique, c'est vraiment genre qu'est-ce que je peux manger, qui peut me manger. Et il y a un truc sur ah, punaise, je me suis perdu dans ma réponse. Mais ce que je veux dire, c'est que non, mais je pense que c'est vraiment le nœud du problème. C'est-à-dire qu'il y a cette célèbre adage que je vais citer faux, comme d'habitude, qui c'est plus facile de penser la fin du monde que la fin du capitalisme. Et des fois, on a l'impression que c'est plus facile de penser la fin du monde que la fin du steak, quoi. Et on en est à ce niveau-là d'absurdité dans notre rapport. Mais en même temps, moi, j'ai l'impression que c'est un très grand récit qui nous est largement imposé. Voilà. Et si je peux rebondir sur ce que tu disais, sur la part de l'alimentation dans le budget, pour encore en revenir à ma vieille obsession qui est que de toute façon il va falloir qu'on sorte de ce système-là, c'est que certes la part du budget elle est réduite, mais c'est ce que tu disais en fait, si t'as pas le temps et que t'as pas, c'est-à-dire que le budget par contre, moi je voudrais bien dépenser plus de sous pour m'alimenter, c'est juste que dans ce cas-là, je veux dire comment je paye mon loyer, en fait, tu vois, et comment est-ce que je paye mes déplacements, donc c'est-à-dire qu'on est aussi dans un endroit où cette marge de manœuvre, elle nous est pas donnée parce que par ailleurs, on est exploité, on n'est pas assez payé, etc. Enfin, je veux dire, le système dans lequel on est nous rend très difficile en réalité cette marge de manœuvre. C'est pas que culturel, c'est aussi des structures politiques, économiques, et c'est des rapports de pouvoir en fait. Merci pour cette question stimulante. Je crois qu'on en a d'autres. Je ne sais pas où. Allô? Oui. Bonjour, merci. Alors moi j'avais une question, justement on a parlé pas mal de viande et tout ça, et j'avais cette question-là. Aujourd'hui on remet en cause la question de manger de la viande parce que pour 1 kilo de viande il faut X kilos de plantes, de céréales, d'eau et tout ça. Et en fait je me demandais quel était le ratio dans la réflexion autour des insectes. Est-ce que c'est vraiment un ratio qui est plus intéressant et qui du coup justifie de se dire que c'est une étape, ou est-ce qu'en fait ce ratio, comme on passe quand même par un animal, a absolument peu d'intérêt et que c'est plutôt une réflexion directe de comment on enlève la viande pour vraiment développer le végétal, ou voilà, ou est-ce que l'insecte est déjà un ratio de productivité, si on peut dire, qui justifie de se dire on utilise beaucoup moins de kilos d'eau et de végétal pour passer par l'insecte et du coup fait une étape intermédiaire pour l'acceptation de la suppression carnée? C'est une très bonne question. Déjà, le postulat économique des insectes, c'était de se dire on va transformer nos déchets en protéines. Donc sur le papier, c'est hyper vendeur, tout le monde se dit ouais, carrément. Et en fait, standardiser les déchets, c'est plus compliqué que ce que les éleveurs d'insectes industriels avaient prévu. Et donc du coup, on est obligé de leur donner des nutriments qui n'étaient pas des déchets organiques non triés, facilement productibles. Donc c'est un premier point sur le fait que, en fait, si on regarde le coût des insectes aujourd'hui, il est assez cher. Et après, sur la question de l'impact environnemental, ça dépend à quelle viande on va le comparer. Alors, la viande de bœuf, elle va avoir un impact carbone plus important que le poulet. Et en fait, l'un dans l'autre, sans même prendre l'exemple des insectes, les analogues végétaux, donc les steaks de pois ou de soja, ils vont pas avoir une différence si importante en termes d'impact carbone avec de la viande de poulet. Mais avec du bœuf, on est sur un rapport de 10, effectivement. Donc ça dépend comment on compare. Avec quoi? Je peux compléter aussi. Enfin, dans le milieu scientifique, voilà, dans lequel je m'inclus, il y a encore beaucoup, quand on réfléchit à ces histoires de transition, on réfléchit à la transition protéique. Et il y a beaucoup cette idée il faut remplacer une protéine de viande par une protéine qui vient d'ailleurs. Or, en fait, ça, c'est pas nécessaire. En France, on consomme 50% de protéines en plus par rapport aux besoins moyens. Donc, en fait, il y a une marge de manœuvre importante pour une réduction nette, en fait, des protéines. Et moi, souvent, quand on fait des études sur la diminution de la consommation de viande, ce qu'on entend en premier, c'est ah oui, mais les carences en protéines, etc. Ça, pour le coup, c'est de la science-fiction. Enfin, c'est pas près d'arriver, en fait. C'est vraiment pas ça le facteur limitant en termes nutritionnels pour diminuer la viande.
Voilà. Donc voilà, c'était juste pour éclaircir là-dessus. Donc ce qui fait que, avant de réfléchir à comment remplacer par des protéines alternatives, je pense que la première question à se poser, c'est plutôt comment réduire. Voilà. Une autre question? Alors, est-ce qu'on m'entend? Ok. Déjà, bonjour, merci à vous, c'était super intéressant. Et moi, j'avais une question par rapport à des différents scénarios qui ont été évoqués au début. Et l'un d'entre eux, c'était, il me semble, par rapport beaucoup au fait de plus cuisiner soi-même. Et comme vous l'avez dit, pendant le Covid, c'était plus facile que maintenant. Du coup, je me disais, ça peut être vu comme hors sujet, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi avoir dans le débat public l'idée de la réduction du temps de travail? Parce que, je vais prendre juste mon exemple, mais je pense que je ne suis pas la seule. Parce que c'est bien, moi j'aimerais beaucoup cuisiner plus, mais ça prend un temps que j'ai pas, quoi. Non, mais je pense que ça revient à ce que je disais, c'est que nos choix alimentaires, ils ne peuvent pas se penser individuellement. Les choix alimentaires du futur, ils seront forcément liés à des évolutions de la société. Et la réduction du temps de travail, moi, c'est quelque chose auquel je reviens beaucoup quand je pousse un peu mes réflexions jusqu'au bout. C'est de se dire, ce qui bloque, c'est ça, quoi. C'est de se dire comment on trouve le temps pour développer de l'agriculture urbaine. Enfin, tout ça, en fait, ça prend du temps. Et pour l'instant, nos sociétés font pas vraiment de la place pour ça. Et il faut que ça vienne d'un individu qui se dit, je passe à temps partiel. Mais ces choix individuels, ils sont difficiles à assumer Voilà, et ils sont pas. Et en plus, le pire, c'est que du coup, ils créent encore plus des inégalités, puisque les personnes qui ont la ressource pour y penser et le faire, c'est plutôt les gens qui font déjà les choses assez bien finalement, et qui sont pas les plus dépendants du système agroalimentaire et agro-industriel tel qu'il existe. Donc ça pose vraiment des grosses questions en termes d'égalité notamment, et d'égalité d'accès à une alimentation saine et durable. Je sais que tu as des choses à dire, Léo, là-dessus. Non, je viens d'avoir une illumination un peu tardive, mais j'ai l'impression, je fais un take un peu audacieux, mais que, en fait, l'alimentation, c'est, penser l'alimentation en termes politiques pour tout le monde, c'est vraiment, dans la mesure où c'est le capitalisme qui pense ça pour nous, c'est reproduire les moyens de production, en fait. C'est genre permettre aux gens qui taffent d'avoir suffisamment d'énergie pour taffer. Pour y retourner, oui. Et pour y retourner, c'est ça, ouais. Et du coup, ça, je pense qu'on peut du coup peut-être réfléchir à cette question en le rapprochant de notre rapport à la santé, par exemple. C'est-à-dire qu'un individu en bonne santé, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'un arrêt maladie, donc qui est capable de travailler. Et avec la politique de reproduction aussi, de reproduction tout court, en fait, le contrôle du corps des femmes, à quel moment on autorise ou pas la population à se reproduire. Et le truc qui est quand même assez pernicieux, dans les trois cas, mais particulièrement dans l'alimentation, c'est que l'industrie agroalimentaire est un mastodonte en fait du capitalisme. Donc elle a aussi à la fois intérêt à reproduire correctement les travailleuses, mais elle a aussi intérêt à continuer à faire un max de moulins. Donc c'est pour ça que cette tension, remplacer versus changer, je pense c'est peut-être pas mal de penser changer quoi, avant. Voilà. J'ai une anecdote qui va vous être très utile si vous êtes allergique. Non, mais vous le savez, si vous êtes allergique aux fruits à coque, mais j'ai découvert par exemple qu'il y a de plus en plus de noisettes dans le chocolat. Et c'est pas écrit dessus. C'est pas des chocolats à la noisette. Donc ils remplacent une partie du cacao par de la noisette. Pendant très longtemps, on m'a vendu que le Nutella c'était trop bien et le Guiandouja c'était trop bien. En fait, c'est vraiment une stratégie agroalimentaire pour remplacer un produit cher, le cacao, par de la noisette et dans des produits où on se rend pas compte. Donc, ce que je veux dire que remplacer, le capitalisme il sait faire en fait. Remplacer, il est capable de remplacer le sucre par des édulcorants. Il est capable de remplacer les trucs pour que rien ne change, quoi. Donc, on change. Ouais. Et un truc qui est facile. Ouais. On a le temps pour une dernière mini-question. Pas de chorégraphie, pas de commentaires. Une vraie question. Oui, je voulais interroger nos spécialistes parce qu'on a beaucoup parlé du changement des évolutions du régime et notamment de ce qu'il y a dans l'assiette. Mais je voulais vous interroger sur est-ce que vous voyez des évolutions sur la temporalité notamment des repas, qui est quelque chose qui a quand même plusieurs siècles, qui est très installé. Voilà, sur les pratiques autour vraiment de la nourriture, de quand est-ce qu'on mange, à quelle heure on mange, combien de repas on fait par jour, ce genre de choses. C'est assez bien documenté, Lucille aussi, je pense que tu connais. Nous, en France, on peut dire cocorico parce qu'on maintient un minimum des repas à 40 minutes. Ouais, pas forcément, mais en moyenne, c'est Sur ça. nos 20 minutes de pause déjeuner, on fait 40 minutes. Et qu'on voit partout dans le reste du monde, ça a tendance à se diminuer énormément. Et justement, on est sur la nourriture instantanée.
tout prendre en une pilule ou une boisson, un shaker. Oui, c'est marrant. Il y a beaucoup de littérature, par exemple, aux États-Unis ou en Angleterre, sur ce qu'ils appellent les family meals, donc les repas en famille. Et c'est quelque chose qui est vraiment prôné là-bas comme une intervention de santé publique, quoi, de remettre les gens à table, en famille, ensemble, parce qu'on sait que c'est très bénéfique en fait pour l'apprentissage, le comportement alimentaire des enfants notamment. Et c'est vrai que nous, quand on regarde cette littérature en France, on se dit bon, ok, bon, mais en fait, nous, c'est quand même une structure qui a été relativement bien maintenue. Donc certainement, l'hypothèse qu'on fait, c'est que c'est certainement dû à ce rapport hédonique et social qu'on a à l'alimentation dans la culture française, qui est moins le cas dans les cultures anglo-saxonnes. Donc c'est aussi là qu'on voit qu'il y a quand même des choses, des liens entre les choix politiques d'une société et comment les gens structurent leurs pratiques alimentaires. La France est un pays quand même plus social encore aujourd'hui, même si, par rapport aux États-Unis ou à l'Angleterre. Voilà. Eh bien, nous sommes à la fin de cette table ronde. Merci beaucoup. Merci à nos invités. Et vous pouvez retrouver Léo Henry et moi-même en signature dans pas longtemps. Et bonnes utopiales.